Donc on est ravi d'accueillir Eva Sas, qui est députée de la 8e circonscription de Paris et qui a déposé, qui est à l'origine en fait d'un amendement dans le dernier projet de loi de finances 2023 sur un ajout de crédit pour la rénovation énergétique des logements. Et Paul Schreiber, qui est chargé de plaidoyer à Reclaim Finance sur des questions de politique monétaire, de régulation. Et moi, je suis Lucas Chavalier, je suis responsable plaidoyer Agir pour le climat. C'est une table ronde où il devait y avoir Nicolas Dufresne. Malheureusement, Nicolas a eu un empêchement familial et donc il ne pourra pas être là. Donc je comptais être davantage médiateur qu'intervenant. Moi, je serai davantage intervenant que médiateur. Voilà. Et puis de toute manière, comme il y a pas mal de personnes très compétentes dans la salle, elles pourront intervenir à tout moment. Les personnes qui étaient là précédemment, je vois aussi Lucie Pinson, que je salue, qui est la directrice de Reclaim Finance et qui pourra évidemment intervenir à n'importe quel moment. Il faudra vraiment qu'on ait terminé à 17h parce que les uns et les autres ont des obligations. On peut peut-être commencer rapidement cette table en vous donnant quelques lignes de présentation du plan Unlock, de la campagne Unlock, qui a été initiée à l'origine au niveau européen par Positive Money Europe et qui est décliné dans 2 pays, en France et en Espagne, avec des propositions et des demandes qui sont adaptées à chacun des pays. La France, en fait, la coalition au niveau France regroupe un certain nombre d'ONG, d'associations, Reclaim Finance, l'Institut Rousseau, le Shift Project, la Fondation Abbé Pierre, Leclerc, l'Institut Veblen, Megawatt, Dorémy, enfin il y a un peu tout le monde. Et donc l'idée c'est de proposer en fait un plan de financement qui soit en mesure de déclencher la vague de rénovation performante nécessaire pour enfin tenir nos objectifs de rénovation énergétique du parc de logement. Alors très rapidement, on évalue nous les besoins pour 700 000 rénovations performantes annuellement. Ce qui est dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. En fait, on l'invente pas. Hein. Les objectifs, c'est pas nous qui les sortons du chapeau. On essaye de s'y tenir et de dire ce que ça réclame en termes de moyens. On considère que c'est peut-être une trentaine de milliards d'euros. On est à 28 milliards d'euros pour entrer un peu dans la technique avec une TVA à 10%. Aujourd'hui, la TVA elle est à 5,5, mais comme il faut pas la compter 2 fois, on la met à 10%. Donc 28 milliards. On considère que les C2E existants, donc les certificats d'économie d'énergie, c'est un système de bourse auprès des fournisseurs d'énergie qui permet de financer en fait des travaux d'efficacité énergétique. On évalue à peu près à 2 milliards actuellement les C2E liés à l'efficacité énergétique dans le logement. Donc ces 2 milliards, on les défalque des 28 milliards. En fait, il faut les réorienter, hein, ces 2 milliards de C2E logements vers de la rénovation globale performante uniquement, et pas des gestes de rénovation. Il reste 26 milliards, et sur les 26 milliards d'euros restants, on coupe la poire en 2, en fait. On considère qu'une moitié doit revenir à l'investissement public, ce qui fait donc 13 milliards. On considère qu'il y a à peu près 5 milliards aujourd'hui qui est mis par l'État sur la rénovation énergétique, 3 milliards à peu près environ de subventions. On a parlé tout à l'heure de MaPrimeRénov qui fait l'essentiel, MaPrimeRénov Sérénité pour des rénovations globales, et 2 milliards à peu près de TVA à taux réduit pour soutenir les travaux de rénovation énergétique à 5,5%. On considère de la même manière que les C2E doivent être réorientés vers de la rénovation globale. Les 5 milliards doivent servir exclusivement de la rénovation globale et pas un saupoudrage des aides comme il est question aujourd'hui avec MaPrimeRénov. Donc ça fait 5 milliards qui existent déjà pour arriver à 13 milliards, donc on évalue à peu près à 8 milliards le surcoût pour atteindre nos objectifs. Et les 13 autres milliards seraient financés par les particuliers à travers des conditions d'emprunt favorisées par une action de la Banque Centrale Européenne à travers un programme de taux d'escompte vert, c'est-à-dire que les banques qui prêteraient aux particuliers pour une rénovation performante de leur logement
bénéficierait en fait de taux à 0%. Enfin, la Banque Centrale Européenne ferait des taux négatifs à ces banques qui pourraient répercuter l'avantage après aux particuliers pour qu'ils puissent rénover dans les meilleures conditions financières leurs biens. Donc sur la partie peut-être de la BCE, de la politique monétaire et de tout ce mécanisme, enfin, de quelle manière la BCE pourrait intervenir et verdir son action sur la question de la rénovation performante. Je vais passer le micro à Paul, qui est le spécialiste de la question depuis 2 ans ou 2 ans et demi chez Reclaim Finance. Et après, avec Eva Sass, on discutera davantage de l'investissement public. Bonjour à tous. Ça marche, ouais. Bonjour à tous. Alors en effet, je vais revenir un peu sur pourquoi est-ce qu'on vous parle de la Banque Centrale Européenne, la BCE, avec cette histoire de plan de financement sur la rénovation, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. On va dire quand on parle rénovation, on pense pas tout de suite Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, et c'est le cas de la plupart des banques centrales dans le monde, la mission principale, c'est bien sûr de gérer l'inflation, de faire en sorte que cette inflation, elle reste relativement basse. En Europe, la cible, c'est 2%. Aujourd'hui, on est bien plus. On a bien plus que 2%, notamment à cause des prix de l'énergie. Les prix de l'énergie, ils sont responsables d'à peu près, et là c'est au niveau mondial, d'à peu près 90% de la hausse des prix sur la dernière année, et ça c'est des chiffres qui viennent notamment de l'Agence internationale de l'énergie. On voit bien du coup le problème que ça a créé en Europe. Et c'est dans ce contexte-là qu'on propose d'utiliser le levier de la Banque Centrale Européenne pour financer la rénovation. Pour financer en France, du coup, c'est 13 milliards de prêts à taux zéro, effectivement, qui seraient financés non plus via une intervention de l'État, mais directement via ce mécanisme monétaire. Et ça serait un mécanisme qui serait aussi disponible dans tous les pays européens. Ce ne serait pas un mécanisme franco-français, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la France, mais l'enjeu de la rénovation, c'est aussi un enjeu qu'on va retrouver partout en Europe. Et c'est l'avantage aussi de ce mécanisme-là. Comment ça marche concrètement? C'est assez simple. Toutes les banques se financent auprès de la BCE. Il y a différentes manières de se financer, mais pour le présenter de manière très simple, c'est comme un prêt d'un particulier. Moi, j'ai besoin d'un prêt, je vais voir ma banque, elle me prête à un certain taux. Les banques vont voir la BCE, elles prêtent à des taux qui sont standardisés, qu'on appelle les taux directeurs, et c'est en fonction de ça qu'on va avoir une certaine quantité de monnaie sur le marché et que ça va définir les taux qui vont ensuite être prêtés aux individus, aux particuliers. Pendant la crise du Covid, la Banque Centrale Européenne a fait quelque chose de très particulier. Elle a prêté massivement, mais vraiment, elle a prêté notamment plus de 3000 milliards, dont une partie à des taux négatifs. Elle l'a fait parce qu'on était dans un contexte de crise et parce qu'elle considérait qu'il fallait ce genre d'injection de monnaie énorme dans le marché européen. C'était ça la justification. Elle l'a fait avec une seule condition, qui était une condition de volume de prêt. C'est-à-dire que moi, je suis une banque, je vais la voir, je peux bénéficier de ce taux négatif si je prête un certain volume de prêt. Je dépasse un certain volume de prêt. Demain, elle pourrait tout à fait poser une condition similaire, mais qui n'est plus juste je prête tant de milliards, mais je prête tant de milliards à taux zéro pour la rénovation énergétique. Et c'est tout à fait ce mécanisme-là qu'on propose dans le cadre du plan de la coalition NOC. Bon, je vous ai résumé les grandes lignes. Un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Aujourd'hui, ce que fait la Banque Centrale Européenne pour combattre l'inflation, c'est augmenter tous les taux. Et augmenter tous les taux, c'est censé réduire l'inflation. En fait, ce que ça fait concrètement, c'est que ça déprime l'activité économique, ça fait baisser l'activité économique, et ça rend beaucoup plus cher le financement d'un certain nombre de choses, dont bien sûr la rénovation énergétique. Tout à l'heure, on a entendu un des intervenants nous dire que les taux augmentaient, les taux auxquels les gens pouvaient emprunter pour se financer. Ben oui, tout à fait. Ils augmentent parce que la Banque Centrale Européenne fait remonter ces taux. Donc ce mécanisme permet aussi d'empêcher cet effet pervers de la politique monétaire actuelle, des décisions actuelles de la BCE, qui est valable pour la rénovation, mais aussi, par exemple, pour le développement des énergies renouvelables d'ailleurs. Et peut-être que je vais m'arrêter pour l'instant, je prendrai après plus de précision. Là, voilà, pardon. Et aussi préciser que dans un environnement de taux qui est élevé, des prêts à taux zéro deviennent beaucoup plus compétitifs et intéressants aussi. Ceci dit, c'est évidemment pas le crédit qui à lui seul pourra faire notre histoire quand on considère des dépenses, enfin un coût très important pour des rénovations performantes.
Tout à l'heure, on parlait plutôt pour des maisons de 70 000 euros. Alors peut-être que notre évaluation est un peu conservatrice. Nous, on est plutôt pour des maisons individuelles autour de 55 000 euros et pour des logements collectifs autour de 20 000 euros. Mais voilà, ça coûte très cher. Et il est certain que des prêts à taux zéro, même si on est dans un contexte où le prix de l'énergie est élevé, ça sera pas un élément suffisamment déclencheur, et donc il faut que l'investissement public monte en puissance, déjà qu'il soit réorienté, comme on le disait, vers ce seul type de rénovation, et puis qu'il puisse en fait que l'effort budgétaire consenti par l'État puisse augmenter. Et dans ce cadre-là, on a été très heureux de voir qu'il y a eu cette proposition d'amendement qui a été votée, ensuite retoquée parce qu'il y a eu le 49.3, de majorité de députés, de droite et de gauche, sur une augmentation en fait des crédits pour la rénovation thermique des logements. Alors, il était question de 12 milliards supplémentaires. Nous, on l'évalue à 8 milliards, mais de toute manière, c'est 8 milliards en vitesse de croisière, hein, quand on arrivera, et j'espère qu'on y arrivera le plus rapidement possible dans les prochaines années, avant 2030, à 700 000 rénovations performantes par an. Mais peut-être, Eva Sass, vous pouvez nous raconter les coulisses de cet amendement sur lequel peut-être on pourra construire à l'avenir, et qui est transpartisan, et qui dénote une compréhension de la part de chacun que l'investissement public doit être sensiblement augmenté si on veut enfin faire décoller la rénovation performante des logements, qu'ils soient sociaux ou privés. Oui, tout à fait. Alors l'amendement que j'ai porté en l'occurrence c'était 6,8 milliards parce qu'il y a eu deux amendements, et on va dire dans l'enthousiasme du premier vote il y a eu un deuxième amendement à 5 milliards qui a été voté, mais là-bas c'était plutôt d'ajouter 7 milliards à MaPrimeRénov'. Nous on portait depuis le départ en fait dans notre réflexion un plan Marshall pour la transition écologique qui marchait sur deux pieds, la rénovation thermique et le ferroviaire, pour faire simple. Et donc on réfléchissait déjà en fait à abonder les crédits en faveur de la rénovation thermique. Et dans les dialogues de Bercy, c'est ouvert une réflexion, même un peu à l'initiative finalement de Gabriel Attal, sur la question de l'efficacité de MaPrimeRénov' sur les rénovations globales. Donc il était assez ouvert à une réflexion de ce point de vue-là, mais on verra dans la suite de l'histoire qu'il n'était pas complètement ouvert quand il s'agissait d'ajouter vraiment des crédits. Donc on a réfléchi plus particulièrement à ce sujet-là. Le constat, pourquoi est-ce que cet amendement, au final, a été voté sur tous les bancs, sauf celui du groupe Renaissance, c'est-à-dire celui de la majorité d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire y compris par les républicains, hein. Donc ça c'est quand même un signe assez fort. C'est parce qu'il y a vraiment le sentiment maintenant dans le pays que c'est le meilleur rempart vis-à-vis de la flambée des prix de l'énergie. Donc il y a une sensibilisation beaucoup plus forte. Et puis vraiment l'échec de MaPrimeRénov' sur les rénovations globales, c'est vraiment un constat qui est partagé pour le coup sur tous les bancs. Gabriel Attal lui-même avait lancé le chiffre de 2500 rénovations globales. Ce chiffre est globalement faux, puisque en fait il s'agit juste du nombre de logements qui a changé d'étiquette énergétique en 2021. Donc c'est en fait assez éloigné du propos. La réalité, en tout cas, ce qu'on constate dans le rapport spécial qui a été fait sur 2022, donc entre le 1er janvier et le 31 juillet 2022, on serait plutôt de l'ordre de 31 000 logements rénovés globalement. Je pense que c'est une exception assez large, mais enfin, il y aurait 31 000 rénovations globales, donc au travers de MaPrimeRénov' Sérénité, et puis des logements copropriétés, et puis du troisième dispositif qui est MaPrimeRénov' Rénovation globale. Là, c'est pour les ménages à ressources intermédiaires et supérieures. On est quand même très loin des 80 000 qui était l'objectif affiché, et on sait bien que MaPrimeRénov' c'est 70% de dossiers qui concernent en fait le changement d'équipement de chauffage, donc c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Donc on était d'accord sur le constat que c'était un échec. Notre analyse à nous, et je pense que pour avoir un tout petit peu entendu la fin de la table ronde précédente, je pense que elle est largement partagée aussi, c'est que le reste à charge, il est beaucoup trop élevé, notamment pour les familles modestes et les familles très modestes.
Tu donnais des chiffres. Nous, on s'est basé un peu sur le rapport Sichel qui dit que c'est 38 000 € en moyenne. Je suis d'accord que les situations sont très différentes selon le collectif ou la maison individuelle, par exemple, mais 38 000 € en moyenne pour une rénovation globale et que le reste à charge à ce jour, avec les dispositifs actuels, c'est 37% pour les familles très modestes et 50% pour les familles modestes. Donc, beaucoup trop élevé pour des gens qui n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, on a 2,5 milliards pour MaPrimeRénov'. Donc, on a construit cet amendement en réfléchissant sur cette base. Et pour les chiffres, finalement, on rejoint assez vos chiffres, mais par un chemin tout à fait différent. Parce que nous, on s'est basé sur le rapport Sichel qui dit que pour rénover les passoires thermiques en France, les 4,8 millions de passoires thermiques, les amener en BBC ou en étiquette C, il faudrait 93 milliards sur 10 ans, donc ça fait 9,3 milliards d'euros par an. Donc il faut rajouter de l'ordre de 7 milliards d'euros à MaPrimeRénov' pour régler la question des passoires thermiques. En l'occurrence, on s'est basé sur ce chiffre-là, y compris parce que c'était un rapport qui avait été commandé par le gouvernement et qui pouvait difficilement quand même se contredire lui-même. Notre objectif, c'était vraiment celui du reste à charge 0 pour les familles très modestes et 5% pour les familles modestes. Ce barème-là, comme vous le savez, il n'est pas, enfin comme vous le savez pas d'ailleurs, mais il n'est pas compris dans la loi. Il relève du décret ou de l'arrêté, mais on l'avait mis dans l'exposé des motifs pour bien montrer que la question, c'était pas seulement, en tout cas, de rajouter des crédits, c'est vraiment de travailler sur le reste à charge pour les familles qui n'ont pas du tout les moyens de se payer ces travaux de rénovation globale qui sont beaucoup trop chers. Donc on a bâti cet amendement. On avait senti dans les débats précédemment qu'il y avait une sensibilité un petit peu sur tous les bancs. Comme je disais, parce qu'il y a la flambée des prix de l'énergie, et puis après chaque groupe est sensible à des sujets différents. Mais par exemple, les Républicains sont sensibles à la question des propriétaires bailleurs qui vont être confrontés à l'impossibilité de louer leurs logements qui sont en étiquette F ou G donc, dès 2023 pour certains, en tout cas en 2028 pour tous. Donc à la nécessité d'aider l'ensemble de la population, pour le coup, les ménages précaires, mais aussi jusqu'aux propriétaires bailleurs, pour faire advenir cette rénovation thermique. Donc il a été voté assez largement, puisque, comme je vous dis, seul le groupe Renaissance ne l'a pas voté. Il n'a pas été retenu dans le texte qui a été considéré adopté, on a dit, par le biais du 49.3. Pourquoi? Parce que le choix du gouvernement, c'est clairement de ne pas augmenter, je vais faire un tout petit peu de politique, mais quand même, l'investissement du gouvernement, il n'est pas tourné vers l'écologie, il n'est pas tourné vers la rénovation thermique, il préfère, en l'occurrence, le consacrer à la baisse des impôts de production, par exemple, en tout cas, à alléger la fiscalité des entreprises. Et on peut pas tout faire, en tout cas, leurs choix budgétaires sont assez clairs. Et ils ne veulent pas aller au-delà des 2,5 milliards qui sont aujourd'hui consacrés à MaPrimeRénov'. Donc en même temps, ils constatent que c'est pas efficient, mais ils cherchent des solutions qui ne coûteraient rien à l'État. Ça me paraît impossible. Vous avez parlé des financements, je vous poserai des questions d'ailleurs parce que ça m'intéresse, mais le financement privé, trouver des tiers financeurs, avoir des facilités de paiement, bien sûr, c'est une partie de la solution, mais sans subvention publique, on n'y arrivera pas et il faut à un moment donné mettre le paquet. Et il faut savoir avoir des priorités. En l'occurrence, la priorité dans la période, ça nous semble être la rénovation thermique. Donc, ça vaut pas battu, on va continuer à mener la bataille. Il y a eu quelques dispositions qui ont été adoptées, qui ont été négociées par les Républicains sur des choses qui me paraissent beaucoup moins importantes et qui ciblent pas les ménages modestes sous forme de crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt, c'est à mon avis une mauvaise solution. Le seul avancée qu'on peut trouver à MaPrimeRénov', c'est d'avoir transformé le crédit d'impôt qui existait, puisque c'était le crédit d'impôt d'abord développement durable puis transition énergétique, en subvention directe, qui me paraît un outil quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus accessible aussi à l'ensemble des ménages que le crédit d'impôt. Donc moi je pense qu'il faut rester sur cette forme de subvention, mais il faut aller beaucoup plus loin en termes d'abondement, parce que là on est très en deçà des besoins et on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu.
Et donc, on partage totalement le constat hein, de cette nécessité d'augmenter les subventions. Comment on fait pour les pérenniser dans le temps, pour faire en sorte que ces 7 milliards supplémentaires ou ces 8 milliards supplémentaires soient abondés dans la durée, parce que c'est un chantier qui doit nous conduire jusqu'en 2050, donc on a au moins 25 ans de travaux et on a un engagement de la puissance publique qui doit être fort. Les 12 milliards ou les 6,8 milliards a été pris, je crois, sur le bouclier tarifaire parce que pour des raisons, voilà, vous allez nous expliquer, mais parce que c'était un peu pour dans la cuisine, je crois, dans la cuisine législative, c'était une obligation de le faire comme ça. Mais comment on trouve les ressources en fait pour financer ces 7 ou 8 milliards d'euros supplémentaires dans la durée à mettre dans la rénovation énergétique des logements? En termes de technique parlementaire, à cause de l'article 40 de la Constitution, un parlementaire n'a pas le droit d'augmenter les dépenses publiques, donc on est obligé de transférer des crédits d'un budget à un autre. Donc, et au sein de la même mission. Donc, nous, dans la mission écologie, on avait le bouclier tarifaire, donc on a gagé, comme on appelle ça, sur le bouclier tarifaire, mais en écrivant dans l'amendement que nous ne souhaitons pas défaire le bouclier tarifaire, mais qu'on souhaitait lever le gage, on appelle ça, c'est-à-dire que le gouvernement trouve des crédits ailleurs, et on avait fait plein de propositions en première partie, sur la partie recettes, pour trouver des recettes complémentaires. D'abord, renoncer à la suppression de la CVAE, la baisse des impôts de production qui est programmée en 2023, qui va coûter 4 milliards pour donner à des entreprises qui n'en ont pas forcément besoin, en tout cas de façon totalement indifférenciée et sans contrepartie. On avait proposé un ISF climatique et il faut se souvenir qu'il y avait déjà eu 10 milliards de baisse d'impôts de production en 2020 pendant la crise sanitaire, qui sont passés dans le plan de relance sans que forcément ça se voit beaucoup. Donc les moyens, on les a. La question c'est pas est-ce qu'on a les moyens, c'est la question vraiment de choix budgétaires, c'est-à-dire quelles sont les priorités d'un gouvernement. Comme je vous disais, leur priorité c'est de baisser les impôts sur les entreprises en l'occurrence. Et il y a une vision aussi de l'écologie où tout va se résoudre par la technologie, par l'avion vert, par l'EPR, par par les véhicules électriques, voilà. C'est une vision qui ne s'attaque pas à la question de la consommation d'énergie, qui ne s'attaque pas à la question de la sobriété. Donc c'est d'autres choix qui sont faits. Donc je pense pas que c'est une question d'insuffisance de moyens, c'est une question de vision différente de projets de société. Après, vous me dites comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pérennisé dans le temps là. D'abord, on ne peut pas le faire complètement parce que c'est ce qu'on appelle le principe de l'annualité budgétaire. Donc, on vote les budgets année après année. Mais il y a ce qu'on appelle les lois de programmation. Il y a une loi de programmation qui est en ce moment en discussion entre l'Assemblée et le Sénat, qui est pas du tout en faveur de l'écologie, puisque en fait l'évolution des crédits est flat, quoi. Il n'y a pas d'évolution des crédits de l'écologie en fait sur la période à venir. Il y a une toute petite ouverture, en tout cas je sais là où on va mener la bataille, c'est que comme vous le savez, il va y avoir une loi de programmation énergie-climat qui va être à l'ordre du jour de l'Assemblée quelque part dans le premier semestre 2023, on ne sait pas trop bien. Mais en fait, au départ, cette loi de programmation, elle était surtout destinée à fixer des objectifs en matière de consommation énergétique ou de mix énergétique, voilà. Et on a eu quand même une avancée, y compris portée d'ailleurs avec le groupe Renaissance, sur le fait d'adjoindre un volet financier à cette loi de programmation énergie-climat pour qu'on puisse justement ne pas avoir des objectifs en l'air sans savoir quels moyens y étaient adossés, mais qu'on ait une vraie trajectoire en la matière. Pourquoi c'est important? Si je prends le dernier budget, là, le budget 2023, les seuls crédits qui ont augmenté, c'était des crédits qui étaient protégés par des lois de programmation, en l'occurrence pas forcément celle qui nous concerne là, mais la loi de programmation militaire, la loi de programmation de la recherche. Donc ça permet quand même de sacraliser en partie l'évolution des crédits. Donc il y aura une bataille
à mener, j'espère que ça sera mené aussi dans la rue, à nos côtés, pour que les moyens financiers, effectivement sur le long terme, on le dit, on n'arrête pas de le redire, il faut de la visibilité sur ces sujets-là, il faut pouvoir se projeter, y compris si on veut qu'il y ait toute une filière qui se crée autour de la rénovation thermique. On a besoin de sécuriser les moyens sur on va dire sur le moyen terme, au moins à 4-5 ans, d'avoir de la visibilité. Et cette bataille-là, elle reste encore à mener aujourd'hui. Il va falloir d'abord aussi convaincre le gouvernement qu'il faut mettre les moyens nécessaires. Alors, loi de programmation ou loi pluriannuelle, c'est la même chose parce que oui, c'est la même chose parce que c'est une demande de notre partenaire, l'Institut Rousseau, et aussi de I4CE et d'autres, de créer justement cette visibilité sur les prochaines années. C'est effectivement une politique de stop and go telle qu'on l'a depuis des années, et absolument pas en mesure de rassurer et d'entraîner en fait les acteurs, notamment les acteurs du bâtiment, les artisans. C'est une problématique qu'on peut aborder aujourd'hui parce que l'un des reproches qui était fait par le gouvernement, c'était de dire, bah, très bien, admettons qu'il y ait ces 12 milliards ou ces 7 milliards d'euros aujourd'hui supplémentaires pour la rénovation des logements. La rénovation énergétique des logements, on serait bien incapable de les dépenser parce qu'il y a un problème de filière. Aidez-nous à structurer cette filière. C'était l'une des critiques qui était adressée par le gouvernement. C'est pas complètement faux. Il y a effectivement un sujet sur les artisans et sur le fait de faire d'avoir plus de compétences, de structurer les filières, et peut-être en vérité que les 7 milliards, on les aurait pas dépensés la première année parce qu'on n'aurait pas eu la capacité à faire. En fait, on avait des amendements de repli progressifs. Il se trouve que le premier a été adopté, donc mais sinon on avait prévu si les 7 milliards n'étaient pas adoptés, de faire 1 milliard de plus, voilà, d'y aller progressivement. Donc oui, c'est vrai que ça résout pas du tout même si on avait réussi à rajouter 7 milliards d'euros. Il y a la question de la filière, il y a la question de l'accompagnement, il y a beaucoup d'expressions sur tous les territoires pour dire que les gens sont perdus, qu'il y a une partie d'arnaque aussi maintenant sur ma prime rénov', pour l'instant les dispositifs d'ingénierie ou de guichet unique ne sont pas suffisants pour accompagner les ménages. Donc, l'enjeu de l'accompagnement, l'enjeu de la filière, ils sont complémentaires aux enjeux de financement. Donc, comme ça, on en a tout à fait conscience. Et c'est vrai que sans doute, il faudra y aller par étapes. Et est-ce que si on couple les deux, la problématique du financement et la problématique de la structuration de la filière, on peut imaginer par exemple un investissement direct de l'État dans les territoires pour créer des académies de rénovateurs performants? On a besoin d'une armée de rénovateurs qualifiés. Tout à l'heure, on parlait même des difficultés qu'il y avait pour les artisans à avoir le label RGE, mais le label RGE est même probablement insuffisant par rapport au type de rénovation qu'on a en tête, qui sont des rénovations vraiment où il faut avoir en tête toutes les interfaces, où il faut traiter tous les postes, l'enveloppe, etc. Est-ce que oui, l'État pourrait en fait participer à la construction d'académies concrètement et œuvrer à la formation et à la structuration de la filière par un investissement direct, autre que le sujet central évidemment de déclencher la structuration de la filière par la stimulation de la demande à travers une augmentation de l'investissement public? Oui, participer, mais pas seul. Je pense que c'est là aussi j'entendais la fin de la table ronde précédente. Je pense que les collectivités ont beaucoup à faire et à œuvrer dans ce domaine-là, et les représentants des filières professionnelles aussi. En fait, il faut le faire en collaboration. Aujourd'hui, ce que je comprends de Ma France Rénov', c'est que là c'est l'aspect guichet unique, c'est finalement la réunion de choses qui existaient. Par exemple, à Paris, il y avait déjà l'Agence parisienne pour le climat et tous ces services émanant des collectivités locales ont été mis en réseau. Peut-être que là aussi, il faut réfléchir à des réseaux qui soient qui associent l'État, les collectivités locales et les professionnels. Et ça va pas se faire en un jour, mais ça c'est encore dans notre réflexion à venir. On a l'intention de bâtir une proposition avec, pour le coup, la Fédération française du bâtiment, la CAPEB, et les professionnels, parce que je pense qu'il y a rien de mieux que travailler avec les professionnels pour savoir comment on peut structurer cette filière de manière intelligente et le plus rapidement possible, parce que c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de bras et assez rapidement.
Alors, on parle beaucoup d'investissement public. Peut-être revenir quand même à l'aspect bancaire, parce qu'il y a quand même un segment de la population, même si ça coûte cher, qui serait quand même en capacité de dégager plusieurs dizaines de milliers d'euros pour financer des travaux. Et puis, même pour ce segment de la population, il pourrait y avoir des subventions aussi. Il n'est pas question d'avoir zéro subvention pour les gens qui seraient dans les revenus les plus aisés, même s'ils pourraient, en tout cas pour certains d'entre eux, prendre en charge totalement le coût d'une rénovation performante. Donc si on revient à la question à la question bancaire, à la question du prêt, tout à l'heure, on parlait de l'intervention de la Banque centrale européenne pendant la crise et de taux d'escompte verts qui avaient été engagés, ce qu'on appelle dans le jargon les TLTRO, le programme de refinancement ciblé par la Banque centrale européenne. J'ai l'impression donc que ce programme est un peu enterré, mais qu'il y aurait quand même une porte d'ouverture, notamment par Christine Lagarde, qui, pour des raisons de transformation écologique, pour des investissements, pour des financements de transformation écologique, laisserait la voie à ce type de mécanisme. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors, c'est une question assez complexe en réalité. Donc, en effet, le TLTRO, les opérations de refinancement de long terme, qui sont en gros des prêts accordés aux banques par la Banque centrale sur le long terme, comme le nom l'indique, et qui permettent de dégager du financement, du coup, qui sera remboursé dans de nombreuses années et des décennies par les banques. Ces outils-là, ils ont été très utilisés pendant la crise du Covid. Ils sont désormais un peu en veille pour une raison simple, c'est ce que j'ai mentionné en introduction, qui est inflation très forte. Une inflation très forte pousse la BCE à essayer de réduire la quantité de monnaie, la quantité de liquidité qui existe en Europe. Et ces outils-là, qui sont de formidables pompes à liquidité, en fait, logiquement, dans une perspective de resserrement de cette masse, ils n'ont plus vocation à être activés de la même manière. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas mobilisables sur la rénovation énergétique et potentiellement d'ailleurs sur d'autres leviers. J'ai mentionné les énergies renouvelables, ça serait totalement faisable aussi. Pour une raison qui est extrêmement simple. C'est déjà, on ne parle pas des mêmes volumes. On ne serait pas sur du 3 000 milliards de prêts pour la rénovation. C'est totalement impossible d'aller sur des volumes pareils. Donc c'est des volumes beaucoup plus réduits. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et c'est ce que j'ai commencé à mentionner en introduction, c'est qu'en fait, il y a un biais dans la politique monétaire actuelle de la BCE, c'est-à-dire que quand vous augmentez les taux d'emprunt auprès des banques, et qu'en même temps, pour répondre à la crise, ce qu'il faudrait faire, c'est déployer massivement la rénovation, déployer massivement les énergies renouvelables. Ce que vous faites en fait, c'est que vous rendez beaucoup plus complexe ce déploiement-là. Donc, vous empêchez le déploiement des solutions réelles à la crise que vous essayez de combattre. Et ça, d'ailleurs, ça commencerait à être un peu admis à demi-mot par certaines figures du monde des banques centrales. Et ça pose une vraie question d'efficacité et de pertinence de l'action de la BCE. Et là, on tombe vraiment sur une question centrale à son mandat. C'est-à-dire que, quand je dis centrale à son mandat, la question c'est pas tant est-ce que la BCE veut ou ne veut pas agir pour la transition. Dans ce cas-là, la question c'est très concrètement, est-ce que la BCE agit correctement pour réduire les prix et réduire l'inflation? Et la réponse, de mon point de vue à moi et du point de vue de certains autres experts, c'est non. Après, pour aller beaucoup plus loin pour soutenir la transition, et bien sûr, on l'invite à le faire sur cette question-là. Est-ce que la porte elle est toujours ouverte sur cette question? Alors heureusement oui, mais elle est ouverte et on ne sait pas trop à quel point elle est ouverte. C'est-à-dire qu'on a eu un signal positif de Christine Lagarde il y a quelques mois quand même, donc il date un petit peu, disant qu'elle était ouverte à explorer ce type de levier. Pas de nouvelles depuis, pas de prise de position non plus des banquiers centraux européens à part Christine Lagarde, et pas de prise de position non plus du gouverneur de la Banque de France, qui a d'ailleurs été interrogé par Madame la députée lors d'une audition à l'Assemblée nationale, et qui n'a, selon moi, pas vraiment répondu à la question. Chacun peut apprécier ça comme il veut, mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était plutôt une esquive. Donc on est un peu sur un statu quo sur cette question-là. On espère que ça va être épuisé rapidement. Et on considère que ne pas le faire, ça serait tout simplement une entorse aux propres missions de la Banque centrale européenne. Moi, j'avais une question à vous poser, donc je me suis permis de prendre le micro. Enfin, d'abord sur Villeroy de Gao, effectivement, il n'a pas répondu à la question, mais je pense que c'est parce qu'il n'avait pas de réponse. C'est-à-dire que, en fait, ça ne fait même pas partie du champ de leur réflexion, malheureusement, quoi. Donc,
J'espère que ça sera, voilà, il faut toujours commencer par quelque chose, une petite interpellation, peut-être que au fur et à mesure, cette question va rentrer dans le champ de leur réflexion. Non, moi, je voulais savoir par rapport à ce qui existe aujourd'hui, notamment en France, il y a un éco-prêt à taux zéro pour financer la rénovation énergétique pour les ménages. Qu'est-ce qu'apporterait votre dispositif par rapport à ce qui existe déjà? En quoi ça serait plus déclencheur, ou est-ce que ça va finalement dans le même sens? Parce que j'ai pas l'impression d'ailleurs que ce soit vraiment un franc succès, hein, mais en tout cas des dispositifs de financement à taux zéro, donc pas moins, existe déjà en France. Et j'ai une deuxième question, comme ça je pose mes deux questions en même temps. Qu'est-ce que vous pensez des tiers financeurs, et qu'est-ce qu'on pourrait développer aussi dans ce cadre? Parce que là pour le coup, je pense que ça fait partie de la réflexion du gouvernement, puisque justement, comme ils veulent pas dépenser d'argent, ils cherchent des façons détournées de faire financer par le privé de la rénovation thermique en France, y compris d'ailleurs. Là, depuis le début, on parle des logements, mais enfin, le sujet est beaucoup plus large que ça, hein, puisqu'il y a à la fois le tertiaire, les bâtiments publics, etc. Alors, en effet, il y a une grosse question qui est très intéressante sur les prêts à taux zéro par rapport à l'existant. Donc déjà, le premier point que je veux mentionner, c'est qu'en fait, là, on parle au niveau français, mais la rénovation, c'est aussi un problème européen, et le levier que l'on propose d'actionner avec la Banque Centrale Européenne, c'est un levier européen, qui dépasse bien sûr le cadre français, qui serait valable pour tous les États de l'UE, et ça, au niveau climatique, quand on pense au niveau énergétique et climatique, c'est vraiment un avantage très fort. Après, sur le cas spécifiquement français, il y a plusieurs différences. Je dirais qu'il y a une première différence qui est plus sur le volet de déploiement. Si on avait ces prêts à taux zéro directement proposés par les banques grâce à ce levier incitatif, en fait, parce que ça incite les banques à aller chercher ce type de prêt parce qu'ils ont un avantage financier à le faire, en allant emprunter auprès de la BCE. Donc si on avait ce levier-là, n'importe qui irait voir sa banque, entre guillemets, n'importe qui est solvable. C'est pour ça qu'il faut du reste à charge, donc je pourrais revenir là-dessus. Mais en tout cas, vous allez voir votre banque pour un prêt pour la rénovation, et on vous propose directement, sans remplir de dossier spécifique auprès de l'État, sans démarche spécifique, un prêt à taux zéro. La banque est incitée à le faire parce qu'elle a un intérêt économique et financier à le faire. On lui a prêté à taux négatif, donc en fait, elle fait de l'argent de base sur le prêt qu'elle vous accorde, sans que ce soit vous, finalement, qui vous lui donniez cet argent-là. Donc ça, c'est un premier point. Et le troisième point, ça serait quand même, du coup, en fait, c'est plus l'État qui porte le dispositif. Donc, au niveau des finances publiques, au niveau de la pérennité du dispositif, ça donne un certain nombre de garanties. Donc voilà un peu en quelques mots pourquoi est-ce que c'est quand même quelque chose qui apporte pas mal de choses, même dans le cas français, mais je pense que c'est surtout dans le niveau européen, que c'est ce dispositif-là. Je reviens sur deux petits points. Déjà sur le point que je viens d'aborder, donc oui, les prêts, ça on l'a dit, et c'est extrêmement important. Tout le monde ne peut pas forcément accéder à des prêts. Donc le dispositif qu'on propose est complémentaire du dispositif de reste à charge zéro, qui est porté par le député et qui est visible dans le plan de Unlock avec toutes ces subventions qui iraient aux plus modestes. Les ménages auraient accès à des subventions jusqu'à un certain seuil, qui dépend de leurs revenus bien sûr, et au-delà de ce seuil, pourraient avoir recours à ce prêt à taux zéro. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Certains ménages potentiellement n'auraient pas de subvention. Pour les ménages les plus aisés, auraient le prêt à taux zéro quand même. C'est tout à fait envisageable. Après, la manière d'articuler les dispositifs, c'est une décision aussi politique. Mais en tout cas, l'objectif d'avoir des ménages modestes qui soient totalement aidés, c'est le même qu'on partage totalement, et c'est quelque chose qui ne dépend pas, bien sûr, de la Banque Centrale Européenne, du coup, et qui nécessite l'intervention de l'État. Et il y avait une autre question sur les tiers financeurs, tout à fait, merci. Alors ça, c'est pas dans le périmètre d'expertise de Reclaim Finance, je travaille pas là-dessus, mais je peux quand même en dire deux mots. Il y a des potentiels pour développer des nouveaux outils au niveau des acteurs financiers pour faciliter le financement de la rénovation. Il y a quelque chose qui a été discuté depuis un certain nombre d'années, plusieurs fois, qui revient périodiquement, c'est déjà le fait d'intégrer directement dans les prêts les économies d'énergie liées à la rénovation. Donc ça, c'est un premier mécanisme. On en discute depuis assez longtemps. À ma connaissance, ça a été tenté, mais c'est pas vraiment déployé. Donc, à voir comment ça peut se déployer. Sincèrement, si on a ce mécanisme BCE dont j'ai parlé à taux zéro qui se déploie, ça permet aussi d'avoir un mécanisme efficace, facilement déployable pour tous, sans rentrer dans des considérations très techniques.
comme celle du mécanisme que je viens d'aborder là. Et après, on pourra avoir la création d'organismes spécifiques qui porteraient une partie des financements. Alors ça, là-dessus, j'éviterai d'entrer dans les détails. Je sais que Dorémy travaille notamment sur ces questions-là pas mal. J'ai pas l'impression qu'il soit là aujourd'hui, mais en tout cas, je me réfère plutôt aux travaux de mes collègues qui sont experts sur ce sujet-là. Ouais. Oui, alors juste d'un mot pour redire en fait ce que tu as dit, mais sur l'éco-PTZ, effectivement pour le particulier ça changerait rien entre qui vienne l'éco-PTZ d'une subvention de l'État, enfin d'un crédit d'impôt de l'État, ou que ça vient d'un taux de refinancement négatif de la Banque centrale, ça change rien pour le particulier, hein, c'est toujours un prêt à taux zéro. Ceci dit, effectivement, ça peut être plus incitatif pour la banque à proposer parce que peut-être aussi un peu plus rémunérateur dans certains cas, parce qu'il y a parfois ce problème qui est mis en avant. Et puis, oui, sur la question de l'éco-PTZ, ça existe depuis maintenant, je pense, une quinzaine d'années. Au départ, ça a beaucoup été une usine à gaz, c'était compliqué parce qu'il y avait plein de papiers qu'on demandait aux banques, c'était pas leur cœur de métier, il y avait plein de pieds de prêts qui étaient requalifiés et donc ça les a refroidis considérablement, si bien qu'aujourd'hui en fait ils sont assez réticents pour beaucoup d'entre eux à proposer en fait l'éco-PTZ. Pour des raisons qui sont plus forcément justifiées, parce que justement il y a eu des réformes au cours de ces dernières années de simplification, la dernière étant celle du couplage de MaPrimeRénov avec l'éco-PTZ, qui en fait évacue tout ce qui n'est pas du ressort du cœur du métier de la banque, c'est-à-dire qu'elle n'a plus à étudier en fait des critères d'éligibilité pour les travaux, elle est plus que sur son cœur de métier, c'est-à-dire elle étudie la solvabilité de l'emprunteur, et si l'emprunteur est solvable, à ce moment-là lui font le prêt. Alors, il y a un problème quand même avec ce couplage, c'est que pour 30 000 euros, alors que maintenant on est passé à un éco-PTZ qui est jusqu'à 50 000 euros, mais le couplage ne fonctionne pas avec les 50 000 euros. Et puis effectivement sur les STF, les sociétés de tiers financement, qui est une solution qui est développée, espèce de mini-banque régionale. On parlait tout à l'heure de Françoise Refaber qui pilote tout ça, le programme Orphée au niveau européen, Énergie Demain, le programme Passe Rénovation Hauts-de-France, ils expérimentent des choses et effectivement le problème de ce reste à charge, c'est bien beau si on met des prêts à taux zéro à des gens qui ne sont pas solvables et qui ne peuvent pas accéder au crédit. Alors là, ils essayaient des choses qui sont intéressantes, mais le système financier est frileux à cet égard, c'est prendre en compte les capacités de remboursement par les économies d'énergie. Ce que les banques font pas, ils n'ont pas le droit de le faire, c'est l'ACPR qui est l'autorité prudentielle qui leur interdit de le faire. C'est le fameux taux d'effort qui est à 35%. On regarde simplement ce qu'il y a à rembourser chaque mois, on met ça sur les revenus récurrents et si c'est supérieur à 35%, à ce moment-là, le ménage est pas solvable et on lui prête pas. Donc par exemple, dans le cas des ménages précaires dont on parlait qui seraient pas en restriction et qui habiteraient dans une maison individuelle où ils auraient, alors je parle avant crise, des factures à 2500, 3000 euros, qui seraient après une rénovation BBC réduite drastiquement en deçà de 500 euros, ils ont une capacité de financement qui est tout à fait importante par les économies d'énergie. Mais probablement ces personnes n'ont pas les revenus suffisants pour être éligibles à un prêt à taux zéro. Donc en fait, on se grille la possibilité de financement par les banques parce qu'il n'y a pas de changement en fait des critères de solvabilité des ménages, quoi. Voilà, et puis vraiment pour l'éco-PTZ aujourd'hui, enfin en tout cas en 2020, les chiffres que j'avais en tête c'était 42 000 simplement qui étaient distribués. Sur les 42 000, je crois qu'il y en avait 256 qui allaient pour des rénovations globales. Donc c'est tragique, quoi. Enfin, voilà. Peut-être que maintenant on peut passer à des questions en salle. Benoît, peut-être, parce que je pense qu'il a des impératifs après. Bonjour, merci infiniment. Benoît Lebeau de l'association Agir pour le climat. Au rythme actuel, c'est 1800 ans qu'on va prendre pour atteindre notre objectif de 2050, uniquement sur le bâtiment. Donc, faut tous qu'on soit clair ici. C'est pas une question de DPE qui est à 400 ou à 700. Il faut tous qu'on aille en A. Comme individu, on va tous descendre en dessous de 2 tonnes, absolument, d'ici à 2050. Donc, on n'est plus dans les petits pas, n'est-ce pas? Et il y a de nombreuses barrières. On évoque la barrière du financement, de l'investissement. Elle est majeure, il faut les milliards. Et je me réjouis
du soutien de Reclaim Finance dans cette campagne et faire des vases communicants entre l'énergie, le financement qui ne doit plus aller vers le brun, mais aller vers le vert. Mais il n'y a pas uniquement cette barrière des finances. Je suis content qu'a été évoquée l'importance de créer les conditions pour que le marché puisse absorber les financements, former les opérateurs, mettre en place toutes les instances locales, ultra-locales, les académies. Mais ça ne suffit pas. J'ai une interpellation pour Madame la députée sur est-ce qu'on est bien au carré sur ce cadre législatif dont on a besoin. J'ai arrêté de croire aux subventions, aux investissements. Je crois à la régulation, il faut que ça soit systématique, il faut que ça soit obligatoire. En revanche, j'ai cessé de dire il faut rendre obligatoire la rénovation si cette obligation n'est pas pleinement accompagnée des outils techniques et financiers. Donc ce package est important. Je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur l'humain pour la formation. Mais une interpellation, c'est beaucoup d'expériences de rénovation aujourd'hui se heurtent à des choses incroyables qu'on appelle les architectes des bâtiments de France. Et j'aimerais bien qu'on... non mais on n'en parle pas, c'est un vrai souci. Hein. Alors il n'y a pas qu'à Paris, c'est dans toute la France. Bref, avons-nous aujourd'hui le narratif cohérent, nécessaire, à hauteur des enjeux, notamment au niveau politique, pour que les débats ne portent pas uniquement sur la mobilisation financière, mais sur tout ce dont on a besoin pour que cette rénovation se fasse à hauteur des enjeux. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire devant nous. Et je crois vraiment pour le coup que le cadre de la loi de programmation énergie-climat va être le cadre de discussion qui est nécessaire. Parce qu'on a commencé effectivement par les enjeux financiers, mais vous avez raison, il n'y a pas du tout que ça à traiter. Je m'exprimerai pas sur les architectes des bâtiments de France parce que je pense que là, pour le coup, ça sera très difficile de dépasser cette logique patrimoniale qui, effectivement, il y a pas mal de travaux qui doivent prendre en compte les recommandations, enfin, l'interdiction des ABF, mais c'est vrai que ça entrave en partie des rénovations thermiques, y compris même dans les HLM. Là, je sortais d'une rénovation globale sur une copropriété, enfin sur des HBM, donc qui sont classés. Et il y avait une interdiction de rénovation thermique par l'extérieur. Donc effectivement, c'est des contraintes qui sont très fortes. Là, pour le coup, je pense que lever ces contraintes-là, ça va être compliqué. Ce sur quoi il faut qu'on travaille collectivement, mais là je vais pas vous dire que c'est prêt, je pense que ce n'est pas prêt à aucun niveau, ni à celui du gouvernement, ni même parmi les parlementaires. Mais c'est ce à quoi il faut qu'on travaille, c'est vraiment à monter une véritable filière qui soit en capacité, c'est ce que je disais, d'absorber les travaux nécessaires, parce que c'est vrai que quand on nous oppose l'argument que aujourd'hui, quand on fait des travaux, il y a déjà des délais énormes, même pour des travaux assez courants, cet argument est juste. Donc il faut travailler aussi sur ce sujet-là, et ce frein-là, il n'est pas encore levé. Mais pour avoir le cadre global, il faut travailler dans le cadre de cette loi de programmation énergie-climat. Moi, j'y mets beaucoup d'espoir, peut-être trop, mais en tout cas, on aura cette logique pluriannuelle, cette logique globale qui donc pas seulement sur la rénovation thermique, mais sur l'ensemble, et avec ce volet financier qu'on vient d'adjoindre là. Bonjour, Nathan Burlon, Agir pour le climat. Question pour Paul Schreiber sur la politique monétaire. On a eu une revue de politique monétaire il y a à l'été 2021 très ambitieuse sur le calendrier climatique. Moi, je pense que, alors, Madame la députée, je peux pas être d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que François Villeroy-de-Galhau est très sensibilisé sur ces sujets-là parce que cette revue de politique monétaire était très ambitieuse. Toutefois, ma question elle porte sur le contexte de l'inflation et de la stabilité financière. L'inflation aujourd'hui est très très forte, et pour cette raison, certaines des idées que beaucoup de think tanks pouvaient avoir sur le financement de la transition écologique sont difficiles à mettre en œuvre, parce que le mandat de la BCE, c'est pas la transition écologique, c'est la lutte contre l'inflation et la stabilité financière. Et il y a un an, Christine Lagarde disait que oui, on pouvait financer la transition écologique
parce que ça rentrait dans le cadre du mandat de lutte, enfin du mandat de stabilité des prix, parce qu'il fallait remonter l'inflation parce qu'on était à des taux très bas. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que cet argument de on met le financement de la transition écologique au service du mandat de la BCE, est-ce que ça passe, selon vous, par le canal de la stabilité financière? Parce qu'aujourd'hui, on peut plus utiliser cet argument-là de l'inflation. L'inflation est très haute, donc on a plus besoin de cet argument-là pour faire passer le financement de la transition écologique. Est-ce que ça peut passer aujourd'hui sur la stabilité financière avec les effets qu'a le dérèglement climatique sur la finance, sur la stabilité financière, etc. Voilà, je vous remercie. Alors, bon, déjà, la révision stratégique 2021 de la BCE, qui est une nouvelle stratégie de politique monétaire, pas que sur les enjeux climat, mais dont sur les enjeux climat, je l'ai pas trouvée très ambitieuse. Donc, on n'a pas la même appréciation du tout sur ces questions-là. Mais je vais pas forcément revenir là-dessus. Je vais revenir sur l'autre partie de vraiment la question. Comment est-ce qu'on justifie finalement l'intervention de la BCE dans le contexte actuel sur les questions énergétiques et climatiques? Nous, on le justifie surtout par le mandat de la BCE autour de l'inflation, et toujours dans le contexte actuel. Et on a publié un rapport là-dessus, si ça vous intéresse, que j'ai écrit, qui est assez long, assez dense, qui en gros analyse toutes les relations entre inflation et climat. Il y en a, je vais vous faire ça très rapidement. En gros, la première relation, c'est les impacts physiques du changement climatique qui peuvent causer de l'inflation. Alors quand je dis causer de l'inflation, c'est avoir un impact sur l'inflation. Ça peut être inflation à la hausse, inflation à la baisse, ça peut être instabilité. Tout ça, ça rentre dans le mandat de la BCE. Donc ça va être une sécheresse qui va décimer les récoltes dans une région, qui va faire augmenter le prix de votre blé chez vous et dans d'autres régions. Je prends un exemple le plus simple possible. Ça peut être des ouragans de plus en plus fréquents avec le changement climatique. Enfin, il y a plein de manières de voir cet enjeu-là. Ça a été déjà beaucoup étudié. Pas toujours de manière suffisante quand même, et on a vraiment aujourd'hui les données financières et scientifiques pour prouver cette relation-là. Le deuxième point par lequel le changement climatique est directement lié à l'inflation, et ça on le sent déjà aujourd'hui, c'est cette problématique de l'énergie et notamment de l'utilisation des énergies fossiles. La crise de l'inflation actuelle, c'est une crise de l'énergie et c'est une crise des énergies fossiles. Très clairement, les énergies renouvelables, elles ont plutôt aidé à réduire l'augmentation des prix qu'elles ont contribué à ça. Donc c'est pas du tout un problème d'énergie renouvelable, c'est un problème d'énergie fossile, bien sûr surtout de gaz, mais pas que. Le charbon aussi contribue à ça. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ça, c'est moi qui le dis et je le justifie dans le rapport, mais c'est aussi reconnu par la BCE désormais. La BCE, pendant la COP, ils ont publié un petit article qui dit en gros, la transition énergétique peut contribuer au mandat de stabilité des prix, à contrôler l'inflation. Donc maintenant, c'est reconnu par la BCE. Un peu tard, sans rien faire pour garantir que ça soit compatible avec son action, mais c'est reconnu. Voilà où on en est un petit peu aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on lui demande très logiquement, et j'ai déjà commencé à aborder cette question-là, c'est de mettre l'état de la science, l'état de l'art sur la finance en cohérence avec son action, et de faire en sorte, à minima, que les décisions qui sont prises aujourd'hui au nom de la lutte contre l'inflation ne contreviennent pas au déploiement des solutions qui permettent de régler les causes de cette même inflation. Pour sortir de la dynamique d'inflation actuelle, il faut régler la crise de l'énergie. Vous réglez pas la crise de l'énergie, il y aura toujours l'inflation. Vous pouvez augmenter vos taux comme vous voulez, vous allez avoir moins d'emplois, des problèmes sociaux, oui, vous allez avoir tout ça. Moins de croissance aussi, c'est moins mon problème, mais en tout cas, vous allez en avoir moins. Mais vous n'allez pas régler la crise. Donc il faut coupler ça avec vraiment cette perspective de déploiement des solutions. Et ça, c'est dans le mandat de l'inflation. Après vient le mandat de la stabilité du système financier. Et là, en effet, il y a aussi des raisons pour la BCE de regarder la transition énergétique au nom de la stabilité du système financier. Bon, là, c'est une question un peu plus complexe, ça nécessite une analyse des risques assez poussée. Mais en effet, on se rend bien compte que à moyen terme, en tout cas, on a des risques importants sur les secteurs les plus polluants, dont le secteur des énergies fossiles, si on est prêt à opérer cette transition. Voilà un peu les quelques éléments que je peux vous fournir là-dessus, sans être trop long. Oui, sur la partie financement, moi je porte le parcours de rénovation énergétique performante pour les maisons au niveau de la métropole du Grand Paris, et donc le financement est un véritable sujet.
j'ai commencé à aller rencontrer les banques avec que des portes fermées parce qu'effectivement, on veut pas être la banque des pauvres. Oui, mais il y a l'éco-PTZ, mais l'éco-PTZ, c'est une usine à gaz. Donc, à un moment donné, je suis partie sur le modèle du prêt bancaire pour les étudiants, pour les pré-études. Riches, pauvres, tout le monde a les mêmes droits. Il y a un prêt, un taux d'intérêt assez bas, qui est accessible pour tout le monde. Pourquoi ne pas faire la même chose pour la rénovation? Donc j'ai interpellé des banques avec cet axe-là. Et là, la banque coopérative La Nef, que vous connaissez sans doute, je pense, dans la salle, m'a dit, bah ok, on a zéro souci, on crée un éco-prep sur au minimum 15 ans. On demande pas, à partir du moment où les animateurs qui travaillent, les opérateurs de proximité qui montent les dossiers, etc., amènent, on sait qu'effectivement il y a une équipe d'artisans, on est dans une logique bien identifiée du PREP, bah, nous derrière, on donne les prêts, on prend en compte les économies que normalement une banque entre guillemets classique ne fait pas, eux le prennent en compte. La seule condition, c'est qu'il faut une garantie équivalent à 500 € sur un compte bloqué par prêt. C'est ridicule. On pourrait se demander, mais pourquoi on en est encore là? Ben oui, on en est encore là parce qu'il n'y a aucun organisme public qui dit je peux mettre des sous sur la table pour ça. Et au niveau des organismes privés, je ne vais pas lancer un appel sur les réseaux sociaux, donc on est en train de commencer à négocier avec des gens comme Saint-Gobain, etc., pour leur dire, au lieu de faire du RSE sur vos papiers, faites du RSE en mettant 200 000, 300 000, 400 000 € sur un compte bancaire qui servira de garantie. Je n'ai pas de réponse positive. En revanche, ça me semble hyper simple ce que j'explique. Et sauf qu'il n'y a personne qui dit ok, c'est bon, on y va. Donc, je ne sais pas, vous qui avez d'être un expert du sujet, est-ce que vous pouvez trouver 500 € par prêt? Et là, on massifie la rénovation. Hein. Merci. François Moisan, Agir pour le climat. J'avais une première question concernant la Banque centrale européenne et la mise en œuvre de liquidités auprès des banques comme le TLTRO, ce qui a été évoqué. Ce que j'avais compris, retenu de leur intervention après la crise, non pas du Covid, mais la crise financière de 2009-2010, c'est que sur le total des liquidités qu'ils avaient mis en circulation auprès des banques, seulement 15% étaient allés à l'économie réelle. C'est-à-dire que le reste avait servi à la spéculation. Alors, bon, ça c'est historique, mais ma question est plutôt, est-ce que actuellement la Banque centrale européenne a les moyens de vérifier que ces liquidités qu'elle distribue auprès des banques va à l'économie réelle et en l'occurrence à la rénovation énergétique? Est-ce qu'ils ont la capacité de vérifier ça? Ça, c'était la première question. La deuxième rebondit sur ce qui vient d'être dit au sujet des garanties. Parce que le prêt à taux zéro, c'est très bien, mais effectivement, très souvent, le coût de la garantie, et notamment pour des ménages qui sont dans des situations de difficulté d'emprunt, est un obstacle, et ça vient d'être souligné. Et là, est-ce que ce serait pas dans la puissance publique nationale en quelque sorte de garantir, alors l'exemple vient d'être donné et posé auprès du privé, mais enfin, est-ce que c'est pas à l'État aussi dans sa politique de rénovation, de prendre ça en charge? Puis j'avais une dernière question, c'était Madame Eva Sass qui me l'a posée, parce que les pratiques des architectes des bâtiments de France sont quand même de plus en plus un obstacle à la rénovation et dans le domaine des énergies renouvelables. Alors vous dites que ça prendra beaucoup de temps. Ma question, alors c'est pas de supprimer les architectes des bâtiments de France, mais c'est de dire est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, alors est-ce que c'est parce que c'est pas du législatif et plutôt du réglementaire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir une instance qui arbitre supérieure à celle des architectes des bâtiments de France, qui arbitre au cas par cas pour dire bah oui, dans ce cas-là, ça vaut le coup de faire une rénovation? Et ma question, c'est est-ce que c'est du domaine du Parlement ou pas? Voilà. On va peut-être répondre un par un. Du coup, je vais faire la petite partie BCE au début.
Sur en effet cette question de où est-ce que vont les opérations de la BCE. Alors en effet, il y a une grosse partie qui va pas à l'économie réelle en soi, qui va au secteur financier. Ça, c'est notamment le cas avec ce qu'on appelle les achats d'actifs ou le quantitative easing. Vous avez la BCE qui va acheter des actifs directement sur le marché auprès des acteurs financiers. Et très logiquement, ça, ce que ça produit en fait, c'est une injection de liquidité, mais un peu artificielle. Et ça produit aussi, ça va renforcer la valeur de certains actifs. Ça va contribuer à avoir certains titres qui vont coûter plus cher. Donc c'est une financiarisation assez forte. Et ça va vraiment contribuer avant tout au secteur financier. Ça a été prouvé par différents travaux de recherche et c'est assez fort. Le levier qu'on propose d'activer ici, c'est pas le levier des achats d'actifs, c'est le levier des opérations de refinancement. Donc vraiment là on est sur plutôt le volet prêt. La BCE a les moyens de poser ses conditions, ça je l'ai déjà dit, sur la rénovation et d'assurer le suivi de ces conditions. La question qui va se poser, c'est bien sûr comment est-ce qu'elle définit la rénovation performante. Comment est-ce qu'elle définit ce critère de rénovation performante pour s'assurer que les prêts vont à de la rénovation, mais qu'ils soient bien de la rénovation performante qui satisfait un certain nombre de critères. Donc il y a en effet ces questions-là qui se posent. On peut se reposer au moins partiellement sur l'application de la taxonomie européenne, qui contient une partie sur la rénovation énergétique et qui fournirait cette base européenne à la BCE pour classer ses prêts. Alors la taxonomie n'est pas encore déployée, il y a une petite question de délai ici là au niveau du déploiement, mais en tout cas ça peut être la base pour la BCE pour poursuivre vraiment ce déploiement et s'assurer que ça aille bien aux bonnes opérations de rénovation. Après, comment est-ce qu'elle va le faire? Là-dessus, en fait la BCE elle peut pas suivre où va son euro. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a prêté un euro à une banque, elle peut pas exactement faire le fil d'où va l'euro du point A au point B. Par contre, elle peut suivre des quantités, des masses. Et c'est comme ça qu'elle va fonctionner là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a prêté, je sais pas moi, 10 milliards à une banque. La condition, c'est que cette banque, elle ait prêté 5 milliards à la rénovation. Bon, elle va s'assurer que cette condition de volume à la rénovation, qui doit être définie, du coup, comme je disais, est bien validée. Elle va bien sûr pas suivre que c'est exactement les euros qu'elle a prêtés. Ça n'existe pas dans le système financier, en fait. Donc c'est vraiment par équivalence et par volume que ça va fonctionner. Oui, j'ai donné une petite réponse sur les ABF, même si vous avez compris que j'ai pas très envie de m'engager sur ce débat-là. Pourquoi parce que il y a une petite musique qui monte sur les écologistes sont les ennemis du beau. C'est passé au travers du débat sur les éoliennes et les paysages. Si on s'attaque à la question des ABF, je pense qu'on va renforcer cette image-là. Je suis pas sûre que politiquement c'est le premier front à ouvrir en ce moment. Je pense qu'on a besoin de créer du consensus autour de ce qu'on est en train de pousser, c'est-à-dire vraiment une rénovation thermique pour le plus grand nombre. C'est un sujet, mais je pense que c'est peut-être pas en termes de timing le moment pour ouvrir un front avec les ABF. Et en plus, pour le coup, c'est un sujet qu'il faut prendre avec nuance. Et il s'agit pas de lever toutes les interdictions ou objections que peuvent formuler les ABF. On est d'accord quand même avec la majorité d'entre elles. Hein. Donc voilà. Donc moi, j'y vais avec prudence parce que je pense pas que ce soit le sujet central en l'occurrence pour accélérer la rénovation thermique en France. Il faudrait pas faire croire non plus que le principal frein à l'isolation, c'est les ABF en France. C'est parfois plus compliqué, mais enfin c'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est celui du financement, c'est aussi celui des filières et c'est celui de l'investissement public. Et ça me permet de rebondir parce que depuis tout à l'heure, je pense, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais il y a un autre amendement qu'on avait déposé, alors là pour le coup sans succès, c'est de sortir les investissements dans la transition écologique du calcul des déficits des 3%. Est-ce que ça pourrait pas aider parce que l'État est vraiment très frileux, y compris parce que il s'est fixé d'ailleurs dans la loi de programmation de finances publiques un objectif de revenir sous la barre des 3%. C'est pas normalement nouveau. Hein. Moi, j'étais députée entre 2012 et 2017. On déposait déjà cet amendement-là. Mais il me semble que peut-être là, l'écho serait un petit peu plus favorable, qu'on aurait qu'il y ait un peu plus d'ouverture sur cette question-là.
Surtout, tous les arguments que vous avez avancés, finalement, on pourrait s'en servir. L'instabilité que crée la crise climatique, l'effondrement, y compris du système économique qui pourrait s'en suivre, tout ça irait quand même dans le même sens de justifier, en fait, ce que nous pensons depuis longtemps, mais la nécessité de l'investissement sur du long terme, quoi, et que l'Europe favorise ça, quoi. Alors, je vais répondre, mais je précise juste que Reclaim Finance, on travaille sur la finance privée et la régulation financière et les banques centrales. On travaille pas sur les finances publiques, mais il se trouve que dans ma vie antérieure, j'ai été collaborateur parlementaire de député de la commission des finances et je travaillais principalement sur les budgets, du coup. J'écrivais des rapports là-dessus, donc on va dire que je connais un petit peu le sujet, donc je peux vous fournir un peu mon opinion plus personnelle que celle de Reclaim sur cette question-là. Tout à fait. Je pense que tout à fait, en fait, si on sortait les dépenses de transition écologique d'objectifs des 3%, ça permettrait de libérer, on va dire, certaines contraintes. Après, c'est pas une décision franco-française. C'est une décision qui est d'une complexité politique quand même. On est dans le haut du panier de la complexité au niveau européen là. Hein. Donc les pays nordiques avec l'objectif des 3% sont très tatillons. C'est pas les seuls. Donc on a, enfin, dans l'absolu, bah oui, je pense que ça pourrait aider. Après, dans la pratique, le caractère réaliste de l'objectif à court terme, il est compliqué. Selon moi, hein, vraiment que selon moi, compliqué. C'est tout. Mais oui. Et préciser que c'est, complètement d'accord avec toi, hein, préciser que c'est un combat qui remonte à déjà plusieurs années, notamment qui était porté par Alain Grandjean. Voilà, je pense que tout le monde ici y est favorable. Malheureusement, à chaque fois, on se heurte, on se heurte à un mur. Alors, effectivement, la conjonction actuelle peut-être peut faire bouger les choses. On verra, hein, parce qu'effectivement, il y a un vrai risque de stabilité et d'effondrement du système financier, probablement, hein, avec des augmentations de prix de l'énergie, ouais, des gens qui pourront faire défaut de plus en plus, en fait, sur les crédits qu'ils ont à rembourser. Peut-être qu'il va y avoir un problème sur le crédit immobilier. Quand on discute avec des acteurs du secteur financier aujourd'hui, ils ont l'air de considérer que ça peut péter à différents endroits. Donc oui, il y a peut-être aussi une grosse crise financière qui peut arriver. Alors personne ne peut le dire, puis le nombre de fois où ça a été voilà prévu, c'est pas arrivé, etc. Mais oui, on est dans un contexte aujourd'hui où c'est la stabilité financière même qui est mise à mal. Donc peut-être que si c'est le prix à payer de sortir des investissements de la transition écologique, des fameux critères du déficit public, en tout cas de la comptabilité du déficit public, alors peut-être que là, il y a une occasion d'avancer sur ce sujet, je sais pas. Peut-être juste sur cette question-là, parce qu'il y a une tendance qui me paraît intéressante à aborder autour de ça. C'est ce qu'on a vu quand même apparaître au niveau européen ces dernières années, et notamment cette dernière année. C'est cette tendance à recourir à des financements directement européens et de la dette européenne, qui est un peu un mécanisme dérogatoire aux 3%, pour être honnête. Hein. Donc en fait, c'est parce que politiquement, c'est compliqué d'aller toucher à ce totem des 3%, qu'il n'y a pas de justification réelle en réalité, mais bon, une autre question. Et donc on a ce financement via de la dette européenne. Et là, on a un levier potentiel aussi qui pourrait être activé si on est un peu finot au niveau politique et qu'on veut s'éviter le problème des 3%. C'est pas la même chose, ça pose d'autres contraintes, ça nécessite aussi des accords européens à chaque fois, et il y a une carte à jouer là-dessus. Et la BCE, je reviens à mon EDA, la BCE pourrait, et ça c'est possible, c'est dans le rapport que j'ai publié récemment comme une piste de réflexion, pourrait totalement acheter cette dette-là. Une dette émise au niveau européen, ce qui permettrait d'avoir des financements massifs. C'est du financement monétaire détourné. Le financement monétaire, c'est interdit dans les traités européens. C'est du financement monétaire détourné. Mais comme c'est la mode de détourner les traités européens, ça fonctionnerait très bien. Et ouais. Juste peut-être aussi un complément sur cette porte ouverte au budget européen. Elle l'est de fait avec le plan de relance. Hein, on l'a vu, le plan de relance post-Covid.
Et la question des ressources propres, parce que voilà, la question c'est comment après l'Europe rembourse cette dette, soit les États mettent plus dans le budget, soit c'est grévé sur le prochain budget, soit en fait d'un point de vue des États c'est indolore et il y a une contribution en fait européenne, c'est la question des ressources propres et la porte est ouverte sur cette question. Alors il y a la petite taxe sur le plastique, il y a le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il y a ce qui est proposé aussi, la taxe sur les transactions financières, qui est dans une assiette qui est réduite, mais peut-être que là, on a effectivement des potentiels aussi d'emprunt et de capacité par l'Europe elle-même de rembourser cet emprunt indépendamment en fait des contributions des États membres. Oui, bonsoir. Ma question portait justement sur cette possibilité de faire financer la rénovation énergétique directement par des emprunts banque centrale. Et plus précisément, peut-être que Nicolas Dufresne en aurait parlé, le fait que les banques centrales, par exemple la Banque de France, pour nous, annulent une partie de la dette qu'elle détient, en contrepartie du fait que cette annulation de dette soit liée à des investissements pour la transition. Donc concrètement, on annule la Banque de France annule 8 milliards de la dette française qu'elle possède, sous réserve que l'État mette ces 8 milliards dans ma prime rénov. Au passage, là, l'argent de la Banque centrale voit très bien où il va, puisque c'est quand même extrêmement bien fléché. Donc je voulais savoir ce que vous pensez de ce type de proposition et savoir quel mouvement politique ou associatif le défendait éventuellement. Alors, l'annulation de la dette, c'est l'éternelle question. On travaille pas spécifiquement là-dessus avec l'AM, c'est pas une proposition qu'on porte. Personnellement, je suis pas convaincu que ça soit la meilleure manière de faire, pour une raison relativement simple, c'est que vous annulez 8 milliards de dettes françaises. Bon, déjà, ça pose une question au niveau du bilan des banques centrales, parce qu'il y a une question de bilan, ça c'est ce que vous répondra le gouverneur de la Banque de France, donc je vais pas faire l'avocat du diable, mais il y a des questions de bilan. Et au-delà de ça, si vous annulez ces 8 milliards, ça veut dire que du coup la banque, l'Union européenne ou la France doit réemprunter 8 milliards. Donc en fait la dette continue à s'accumuler. De la même manière, vous annulez et vous remplacez par de la dette. Nous, ce qu'on propose plutôt au niveau monétaire, si on rentre dans ce cadre de leviers monétaires, vraiment qui sont des leviers qui sont pas utilisés aujourd'hui, ça serait plutôt un financement direct du coup, enfin direct indirect, parce que comme je disais, un financement monétaire direct, c'est-à-dire que le fait que la Banque centrale européenne achète directement les titres, on n'a pas le droit, c'est du financement monétaire. Par contre, en passant par les intermédiaires financiers, en faisant du financement intermédiaire, ça fonctionne. Et c'est ce que fait la Banque centrale européenne depuis des années avec les achats d'actifs. Les achats d'actifs qui sont faits par la Banque centrale européenne depuis 2008, c'est du financement monétaire détourné. On achète les actifs d'entreprises et des États sur le marché secondaire. Pourquoi sur le marché secondaire? Parce que si on le faisait sur le marché primaire, directement auprès des États et des entreprises, ça serait du financement monétaire. Donc c'est une petite astuce comme ça, qui est utilisée par la Banque centrale européenne pour faire du financement monétaire. Et elle pourrait tout à fait le faire directement, de la même manière, avec de la dette d'État nouvelle, qui rentrerait pas du coup dans le cycle de dette. Donc c'est tout à fait faisable. Après, bon, la proposition d'annulation de la dette, je trouve qu'elle a un intérêt aussi politique, elle permet de porter un message, c'est d'autres questions. Mais en tout cas, mon avis, c'est qu'on peut passer aussi par des leviers plus consensuels, je pense moins politiquement compliqués, comme celui que je viens d'aborder. J'avais une petite question justement pour Reclaim Finance. Je ne sais pas si vous avez des partenaires justement dans ces pays d'Europe du Nord qui justement parlent de cette dette européenne et de ce refinancement potentiel par la Banque centrale européenne. Il est clair que le plan de relance Covid a ouvert une brèche à ce niveau-là. Il y a c'est plus de 300 milliards d'euros qu'on sait pas comment est-ce qu'on va rembourser parce que c'est de la subvention. Est-ce que vous savez si ça progresse dans ces pays-là? Alors, on a des partenaires dans les pays du Nord. Après, on ne travaille pas directement aujourd'hui. En fait, cette proposition plutôt de financement monétaire de la transition, c'est une proposition qui est pas du tout à l'ordre du jour. C'est vraiment plus une piste de travail que nous on pense particulièrement intéressante. On pense c'est vraiment ça sera un levier énorme.
mais elle nécessite tellement une action politique significative qu'on n'a pas poussé pour l'instant. À court terme, on préfère se concentrer sur ces opérations de refinancement de verre, notamment vers la rénovation, qui sont, à notre avis, atteignables assez vite, qui pourraient être mises en place très facilement, hein, en réalité, et qui politiquement sont beaucoup moins sensibles que sous ces types de leviers. Donc c'est pas une proposition j'ai pas discuté de cette proposition avec les partenaires dans ces pays-là, qui de toute façon sont, je sais pas s'ils seraient, pour être tout à fait transparent, je sais pas s'ils seraient hyper chauds pour pousser ça tout de suite maintenant. C'est quand même politiquement ça reste un peu touchy. Bonsoir. Si vous m'entendez. Oui. J'aimerais savoir si vous avez respectivement un agenda politique ou de campagne dans les prochains mois pour faire avancer le sujet. Si on veut monter des mobilisations citoyennes au hasard sur certaines dates. Sur le volet mobilisation citoyenne, alors oui, la campagne, nous, c'est une campagne que je mène depuis 2 ans et demi maintenant. Elle continue, bien sûr. On a participé à journée de la précarité, journée de lutte contre la précarité énergétique cette semaine. Et c'était un beau moment, je pense, en France. On va essayer de le porter aussi au niveau européen. Il y aura certaines actions. Je peux pas vraiment en parler de manière publique comme ça pour l'instant. Donc je peux pas vous donner mon agenda de campagne pour l'instant, mais il y aura un certain nombre de choses autour de l'hiver, de Noël en France et en Europe autour de ces questions-là. Il y a une pétition qui a été lancée au niveau européen sur ces questions, sur les questions de la rénovation, en partenariat avec Unlock, la campagne Unlock, qui vise la Commission, mais à travers elle tous les gouvernements et la Banque Centrale Européenne, et qui demande finalement un peu l'application du plan que Lucas a détaillé en début d'intervention. Mais malheureusement sur les leviers de mobilisation, les mobilisations concrètes, c'est un peu compliqué de donner ça publiquement pour l'instant. Mais bon, avec la loi climat-énergie, on a une petite idée. Oui, alors de notre côté, nous, on est soumis à l'agenda parlementaire qu'on ne maîtrise pas entièrement, malheureusement. J'adorerais, mais ça n'est pas possible. Donc ça va quand même dépendre beaucoup des textes qui passent à l'Assemblée. La seule chose qu'on maîtrise, c'est notre niche parlementaire qui aura lieu, alors là, on se souvient, mais vers la fin du premier semestre, mai-juin. En tout cas, on est en train de travailler à une proposition de loi économie d'énergie, un petit peu plus large que rénovation thermique, économie d'énergie, sobriété, pour rassembler tous ces sujets et les structurer. L'intérêt d'une proposition de loi, c'est qu'on est obligé d'aller dans le détail du législatif à modifier, et qu'on va quand même donc assez loin. Et là, on la voudrait assez large par rapport aux amendements qu'on a posés, qui sont des petites touches en quelque sorte sur la rénovation thermique ou sur les transports. Là, nous, on voudrait travailler à quelque chose de plus global, dont notre objectif, c'est de sortir de cette proposition la plus globale, en l'occurrence une petite bébé proposition de loi, sur un élément qu'on souhaite identifier comme consensuel et qui pourrait être adopté par l'Assemblée. Et donc, comme c'est une niche parlementaire, là pour le coup il n'y aura pas de 49.3 et on sera, à moins qu'ils utilisent le seul 49.3 qu'ils sont dans l'année sur cette proposition de loi, mais ça m'étonnerait. Donc qui permettrait vraiment de faire adopter quelque chose de consensuel. Maintenant, on n'a pas encore identifié ce qui pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait être consensuel dans les deux chambres, hein, sachant que le Sénat étant dominé par les Républicains, ça demande une réflexion assez poussée pour trouver le chemin. Mais moi, contrairement à d'autres époques, je suis un peu plus optimiste parce que je vois vraiment que le sujet devient quand même de plus en plus transpartisan, ce qui n'était pas le cas auparavant, et que cette préoccupation est vraiment maintenant largement partagée. Je pense que tout le monde est interpellé dans ces circonscriptions sur ces sujets-là. Ils ont été interpellés d'abord sur des mesures d'urgence, ça a été la première chose, faire le bouclier tarifaire, les chèques fuel, pelé de bois, voilà. Mais tout le monde sait bien que c'est une mesure temporaire et qu'il faut protéger durablement les ménages. Donc il y a un appel quand même maintenant à faire de façon
de façon transpartisane et puis dans la durée surtout quoi. Et puis comme tu disais, la loi de programmation énergie-climat, pour nous c'est vraiment le rendez-vous sur lequel j'espère qu'il y aura une mobilisation large parce que là tous les sujets vont être rassemblés et c'est du long terme, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment cranter des choses pour contraindre, j'ai envie de dire quand même l'action publique sur le moyen terme. Malheureusement, comme souvent, on n'a pas la date. Ils ont dit dans le premier semestre 2023. Voilà. Et on n'est même pas sûr que ce soit dans le premier semestre 2023. Hein. Alors peut-être une dernière question encore et après on conclura. En tout cas, on terminera l'après-midi parce qu'il est 17h. Enfin, je vous remercie pour cette bonne nouvelle. Effectivement, parce qu'en soi, c'est une bonne nouvelle. Imaginez qu'effectivement, on a quelque chose, on a un véhicule, on a une idée qui pourrait être consensuelle et qui pourrait faire qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. Et je crois qu'il est très important que, effectivement, les territoires soient partie prenante, puisque il faut qu'on pense aussi aux territoires. Il me semble que nous avions eu, il y a quelques mois, dans cette même salle, un dialogue avec la BEI, puisqu'on a parlé de l'Europe aujourd'hui, mais en tant que banque centrale. La BEI paraissait un organe de l'Europe qui était relativement bien disposé à travailler avec nous, à condition, ce qui était quand même pas négligeable, qu'on arrive avec des projets qui fassent 25 millions d'euros au moins. Les 25 millions, c'est quand même pas beaucoup par rapport aux milliards dont on a parlé aujourd'hui. Mais c'est déjà beaucoup par rapport à MaPrimeRénov', qui serait bien contente d'avoir ça dans certains territoires. Donc, est-ce que la BEI est un organisme qui a disparu, ou pourrait-il toujours être utile pour quelque chose qui soit utile en France? Alors la BEI, on pourrait tout à fait intervenir sur ces questions-là. Hein. Donc il y a aucun obstacle à ce que la BEI le fasse. Après la BEI, ça reste du coup des prêts. Donc bien sûr c'est pas des subventions, donc ça ne se substitue pas aux différents leviers qu'on a abordés, mais ça pourrait tout à fait être très utile. Et sincèrement, je vois vraiment aucun obstacle à l'intervention de la BEI. Ça peut compléter tout ce qu'on a abordé ici. Nous, on avait réfléchi le levier de financement monétaire que je mentionnais avec une émission de dette au niveau européen. J'avais réfléchi aussi à le faire passer par la BEI directement pour dégager des fonds spécifiques au niveau de la BEI. C'est tout à fait faisable. C'est même plus simple que de le faire passer au niveau de la dette commune européenne. Le problème étant que du coup, c'est pas pour financer des subventions, c'est pour financer des prêts. Donc on est toujours sur cette petite. Tout à fait. Non mais tout à fait. Hein. D'un point de vue même de stabilité etc. Ça justifie totalement. Donc c'est tout à fait. Non mais c'est une proposition tout à fait cohérente. Et l'intervention de la BEI peut se faire dès aujourd'hui en théorie. Hein. Il y a vraiment pas d'obstacle. Donc merci beaucoup à tous pour vos questions. Merci à vous deux. Je trouve que c'était très intéressant. Je sais pas pour vous. Et peut-être dire que je pense que voilà, on a tous conscience maintenant que on n'arrivera jamais à nos objectifs si on ne fait pas un effort structurel sur la réduction de la consommation d'énergie. C'est même porté dans le discours par le gouvernement qui inscrit théoriquement sa politique de sobriété hivernale dans un cadre de politique de plus longue durée vers les moins 40% d'ici 2050. Il se trouve que le bâtiment, évidemment, c'est 45-40% de la consommation d'énergie. C'est l'endroit où la consommation d'énergie est la plus importante. Donc c'est évidemment là-dedans qu'il faut taper. Il faut taper fort, il faut taper avec méthode, il faut taper avec résolution dans le temps. Et en plus, il se trouve qu'on a les solutions techniques pour avoir cette réduction de consommation d'énergie. Donc il faut absolument qu'on arrive dans les prochains mois à engager ce plan de rénovation structurelle pendant 25 ans. Voilà. Alors, pour conclure cette journée, merci d'abord à l'Académie du climat de nous avoir accueillis. Merci à nos deux amis prestataires pour la captation de qualité. Merci à vous. Et puis à toutes et à tous, je vous encourage, si vous n'avez pas fait, nous rejoindre
Et puis, les étrennes arrivent, pensez à nous.